Bonsoir à tous. C'est bien, vous êtes tous venus devant. Donc, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette conférence sur les semences végétales. Donc, cette conférence est organisée par Terre de Liens Nord-Pas-de-Calais. Elle s'inscrit dans un cycle de conférences annuelles. Dans le cadre, on aime bien faire venir des experts, des personnes susceptibles de nous éclairer sur des préoccupations agricoles et citoyennes. Dans un but d'information et de formation pour tous. Donc aujourd'hui, nous allons écouter Bernard Renaud, ici, Christophe Bonneuil, Cécile Dubar. Donc je vais vous présenter brièvement ces trois personnes. Donc Bernard Renaud est paysan retraité. Il est à l'initiative d'une association qui s'appelle Graines de Noé, en Bourgogne, qui a pour but de collectionner, cultiver, multiplier les variétés anciennes de blé dans les fermes. Christophe Bonneuil, qui est chargé de recherche au CNRS et qui travaille plus particulièrement sur la transformation des rapports entre société, nature, voilà. Et Cécile Dubar, qui est à l'origine de Terre de Liens Nord-Pas-de-Calais, maintenant plus au niveau national, et qui est formée au métier de paysan boulanger et qui est en cours d'installation. Donc la conférence va se dérouler de cette façon-là. On va entendre Bernard sur son retour, son parcours de vie. On va l'entendre sur comment il a transformé sa façon de faire sur les semences. Christophe Bonneuil va nous parler plus de privatisation du vivant. Il va nous apporter son regard historique et scientifique. Et je vais laisser tout de suite la parole à Cécile. Moi, je ne vous tiens pas très longtemps. On va laisser parler nos invités. Juste vous préciser quand même pourquoi Terre de Liens se pose cette question à qui appartient le vivant. Ça fait un petit temps qu'on chemine au sein de l'association Nord-Pas-de-Calais sur une réflexion à qui appartient la terre. Alors, on a considéré que la terre est vivante, donc c'est assez logique de s'interroger plus largement sur cette question du vivant. Mais quand on parle de terre au sein de l'association, on accompagne des personnes pour accéder à la terre et pour libérer la terre de la propriété individuelle, de la propriété privée. Et quand on dit privé, ça veut dire priver les autres. Et on se pose la question au sein de cette association aussi, plus largement sur la nature de l'agriculture qu'on veut accompagner. Alors, si on se pose aujourd'hui cette question sur les semences, c'est pas qu'on veut s'attaquer à ce sujet, il y a d'autres personnes qui s'y collent en région, il y a une dynamique qui démarre et c'est vraiment précieux parce que ça fait assez longtemps qu'il y a des agriculteurs qui le font de manière individuelle ou des jardiniers chez eux. Mais aujourd'hui, on a besoin de se rassembler et de réfléchir ensemble à un patrimoine. Mais ça, je vais laisser Bernard et Christophe en parler. Donc à Terre de Liens, quand on parle de biens communs, on se pose la question, est-ce qu'un paysan qui a une terre libre ou libérée, on pourrait dire de propriété, qui devient un bien qui sera transmis à travers les générations sans être revendu et qui restera à l'agriculture. Est-ce que cette terre est libre ou libérée si la semence qu'on cultive dessus est privatisée et ne permet pas à un paysan, un agriculteur d'être autonome? Donc on pourra reparler de la question de l'autonomie, mais c'est une évolution qui s'est passée depuis bien longtemps maintenant au cours du XXe siècle et qui a de fil en aiguille rendu les agriculteurs assez dépendants des entreprises semencières. Et d'autant plus dans la région Nord-Pas-de-Calais, parce qu'après-guerre 14-18 déjà, les semenciers se sont attaqués, dans le Nord, en Belgique, se sont attaqués à faire le travail que faisaient les paysans auparavant, qui était un travail de sélection, on pourrait dire vivante, participative, qui se faisait très localement. Et donc on est parti vers une uniformisation.
Donc voilà, au sein de l'association Terre de Liens, on prône la diversité d'humains, la diversité de végétales, de terre et de tout ce qu'on croise. Et donc on se permet de partager cette réflexion. Donc voilà, je n'ai pas envie d'être très longue. Je regarde si j'ai voulu ajouter des choses, mais je pense que je vais laisser la parole, puis on reviendra après sur ce qui se passe en région Nord-Pas-de-Calais. Voilà. À Bernard. Bonsoir chacun de vous. J'ai toujours beaucoup de plaisir, si vous voulez, à venir parler, si vous voulez, de mon parcours, parce que ça fait 20 ans qu'on me demande la même chose. C'est curieux, ça. Et je n'arrête pas de répéter toujours la même chose, mais pas toujours avec les mêmes mots. Mais c'est toujours dans le même sens. Et c'est au nom de la Terre, voyez-vous, que j'ai travaillé toute ma vie active et que je travaille encore, que je vous invite à parcourir le chemin de vie professionnel qui, de l'exploitation agricole productiviste, en passant par une autre agriculture sans intrants chimiques, que je me retrouve aujourd'hui, voyez-vous, avec toute une équipe à faire revivre en terre les anciennes semences de blé sorties des frigos de nos conservatoires. Il faut savoir que quand même c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle, ça, de savoir que nous avons des conservatoires et que les anciennes variétés sont conservées au frigo, mais elles sont là. Donc, on peut critiquer quelquefois le système, mais sachons que nous avons des conservatoires. Je parlerai ce soir des blés, puisque c'est ça, j'étais un paysan qui a cultivé du blé. Et ça, le blé est tout ce qui est de l'origine du blé. En passant, tout est affiché là-bas. Là, on pourra voir tout à l'heure, en reparler. Mais un petit peu tout ce qui concerne les productions de blé. Donc, ça, c'est dans nos conservatoires nationaux. Et nous avons la chance de pouvoir y aller et d'échanger des semences. Pour moi, voyez-vous, tout a commencé après l'école de mon village. J'étais formé, j'ai eu beaucoup de chance parce que mon père m'avait mis dans une école d'agriculture. Ce n'était pas le cas de tous les fils de paysans à l'époque. Mais mon père m'avait mis dans une école d'agriculture dans les années 46-48. Et sitôt la dernière guerre mondiale terminée, je dois vous dire que j'ai vu une jeunesse pleine d'enthousiasme pour mettre en place ce qu'on a appelé à l'époque la révolution verte. Deux facteurs déclenchants de cette révolution. Un, la mécanisation et la motorisation des fermes. Deuxièmement, l'engrais azoté. J'ai commencé à travailler avec les chevaux pour labourer la terre et quand nous sommes passés au tracteur, j'avais l'impression d'être dans un autre monde. C'est ça mon enthousiasme, voyez-vous. Et quand le comptoir de l'azote, c'est comme ça qui s'était présenté, nous a proposé de faire 40 quintaux de blé à l'hectare, alors que la moyenne était de 20 quintaux, sincèrement, c'était du rêve. Je l'avais appris à l'école d'agriculture et l'occasion nous était donnée de l'expérimenter. J'avais la chance d'avoir un père très ouvert à l'époque et qui me dit, ben, écoute, si tu l'as appris, tu peux essayer. Ce qui n'a pas été permis à tous les fils de paysans de l'époque. Pas sur bien grand quand même, sur 30 à 40 arts, mais le résultat était frappant. Je semais la moussette à la main, ce n'était pas mécanisé. D'un vert clair des blés de mon père, nous passions au vert soutenu, mais le blé de la Saône et le rouge d'Alsace, qui étaient les blés de pays à l'époque, c'était des blés du terroir, ils versaient et collés au sol, ils étaient inrécoltables. Coup de grâce pour eux, nous avons alors adopté les variétés dites modernes de l'époque, qui sont très anciennes aujourd'hui, mais qui sont dites modernes, Villemorin 27, Capelle-des-Prés, Étoile de Choisy. Je voudrais vous rappeler que l'azote, que je viens de vous parler, qui a fait disparaître ces anciennes variétés, c'est le nitrate, qui a servi et dont on se sert toujours pour faire les explosifs. Nitrate aussi utilisé en 14-18 pour la guerre des tranchées, et où il y a eu tant de morts. Et quand l'armistice a été signé, la végétation y est devenue, dans ces endroits-là, magnifique. Alors, ces nitrates en stock, puisque la guerre était terminée,
ils ont été proposés à l'agriculture. Je sais qu'ils ont été utilisés dans cette région-ci, déjà, après la guerre de 14, mais chez nous en Bourgogne, on n'était pas si avancé parce que ici, vous êtes dans une région de terre riche. Donc, il y avait les moyens, et je sais qu'ici, vous avez déjà utilisé les nitrates après la guerre de 14, mais pas chez nous. Si bien que pour nous, si vous voulez, c'est moi qui m'en suis servi, mais moi je suis d'avant-guerre. Mais j'avais 20 ans, si vous voulez, quelques années après la guerre de 40, puisqu'aujourd'hui j'en ai 80. Avec l'azote, évidemment, on a fait taler les blés, donc beaucoup plus d'épis sur un même pied, et augmentation du rendement. Mais si le blé est gourmand en azote, il y a aussi une plante concurrente qui était concurrencée par les grands blés, les blés de pays, qui concurrençaient le vulpin. C'est une graminée, le vulpin, hein, enfin c'est une graminée, et les anciens blés concurrençaient. Mais par contre, comme les blés étaient raccourcis, eh bien, les blés étaient nanifiés, si vous voulez, le vulpin, avec l'azote, dépassait en hauteur les blés, et étant plus précoce, on ensemençait nos champs en vulpin. Pour nous, paysans, je dois vous dire, à l'époque, c'est une catastrophe, même sur la petite surface. Hein. Alors on râle, on dit, ah oui, mais attendez, vous mettez 150 grammes d'isoproturant à l'hectare, c'est quoi ça? Ben, c'est la matière active que vous mélangez dans de l'eau. Alors, avec le, vous savez, c'était la bouillie d'eau, on fait ça, dites. Alors on essaie. Mais ça marche, on détruit le vulpin, le blé est propre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'il y a de la place, le blé est propre, mais on remet encore une petite goutte d'azote supplémentaire. Alors là, on obtient une végétation exubérante, mais si vous voulez, le soleil et la lumière ne pénètrent plus au pied du blé, on maintient une humidité permanente, et qu'est-ce qui se passe, vous savez, dans une humidité permanente, au pied du végétal? On a le champignon, on ne va jamais au champignon quand il fait sec. Donc le champignon vient, puis lui aussi, eh bien, il a besoin de lumière, eh bien, il grimpe après la tige, et puis il arrive à l'épi, alors encore catastrophe dans les rendements, ah mais on a le fongicide. Paraît que cette sève, nos blés transpirent, et qui vient réguler la sève quand il y a trop de sève? C'est le puceron. Mais on a l'insecticide. En résumé, le nitrate, facteur de rendement, nous a obligatoirement emmenés au désherbant fongicide contre les champignons, insecticide pour les insectes. Pendant 30 ans, je dois vous dire, c'est notre parcours à travers des groupements de vulgarisation agricole, des CETA, Centres d'études techniques agricoles, des techniques de pointe, les groupes de compta, on fait notre compta, la gestion, on s'éclate dans notre PD de paysans avec, je dois vous dire, des techniciens au départ itinérants, c'était l'instituteur du village qui donnait des cours. Ensuite, les techniciens d'organismes économiques, c'est-à-dire des coopératives, de chambres d'agriculture, et ensuite d'organismes économiques comme les coopératives. Des techniciens, je dois vous dire, au top. Mais si nous sommes à une moyenne de 70 à 75 quintaux en 10 ans, dans les dernières années qu'on a fait ça, d'un désherbant, nous sommes passés à 2, d'un fongicide, nous sommes à 3, et d'un insecticide, nous sommes à 2. On commence à se poser la question, mais est-ce qu'un jeune va pouvoir continuer comme ça? Grande question avec un grand point d'interrogation. Un ami qui travaille à la DAS à l'époque, si vous voulez, c'était pour l'analyse des eaux, je faisais partie du syndicat des eaux dans mon village, il me dit, on était devenus amis, il me dit, tu sais, il faudrait que tu révises ton système parce que le taux de nitrate progresse dans les analyses de l'eau. Je n'ai pas le droit de dire ça officiellement, qu'il me dit, mais je dois dire que pour moi, le nitrate, et c'est celui que tu mets dans tes champs qu'on retrouve dans les eaux. Il faut des gants, des combinaisons, un masque pour faire les traitements. Puis dans le jardin, je ne fais pas tout ça, vous voyez. On ne fait pas tous ces traitements, puis ça marche. C'est ma femme qui gère le jardin.
Puis ça commence à être un petit problème parce que on avait monté une équipe, si vous voulez, pour construire ce qu'on appelle un enjambeur, ces grands appareils. Ça n'existe encore pas sur les marchés, on l'a fait construire. Et puis, quand on emplissait l'atomiseur, j'avais la réserve d'eau à la maison avec les tonnes d'engrais, d'azote qui étaient vides. On mettait de l'eau et quand ça débordait, parce qu'il fallait que ça aille vite, c'était mousseux, il y avait des superbes couleurs, jaune, orange, rouge, tout ça. Ça débordait, et quand il pleuvait, ce qu'avait débordé de la tonne, ça allait dans le jardin. Puis ma femme me dit, tu sais, ça va bien, maman, ça, mais je te préviens que cette année, d'accord, vous terminez, mais l'année prochaine, tu feras le nécessaire pour ne plus que ça aille dans le jardin. Donc, conflit, quelque part, un peu familial, vous voyez. Alors là, ça commence à me poser sérieusement des problèmes. Tant qu'on ne pense, vous voyez, je faisais du blé, je ne savais pas, je le livrais à la coopérative, je n'avais pas pensé que j'étais là pour nourrir les hommes quelque part. Mais enfin, dans le jardin, ça me posait des questions, mais dans le jardin, ça va. Puis dans les champs, je mets ça. Ah. Et puis nos analyses de terre par Claude Bourguignon nous démontrent la reminéralisation de nos sols. C'est-à-dire que, voyez-vous, notre planète Terre, qui a été une masse rocheuse, qui s'est désagrégée pour finalement faire de la terre, il dit, vous voyez, M. Renaud, votre terre, elle se déminéralise normalement si vous la cultivez bien, et puis un beau jour, si vous voulez, quand vous la cultivez moins bien, eh bien, elle se reminéralise. C'est-à-dire que je n'étais plus le paysan qui était capable de céder la terre comme je l'avais reçue, même moins bonne que je l'avais reçue. Donc là, c'était quand même le coup de grâce. Alors, on arrête toute chimie et on commence la reconversion en 1985. Quelques années après, un de nos fils, ingénieur technico-commercial, détaché de la France à Zurich pour des métiers à tisser, inattendu, c'était tout à fait inattendu, il veut revenir, il laisse son métier et il veut reprendre la ferme. Le syndicat d'agriculture biodynamique d'Alsace organise un voyage sur la semence chez Peter Schulz en Alsace, et c'est un semencier d'avant-garde, et il propose à la sélection finale de ces blés la dégustation du pain. Je connaissais celle du vin par ma famille, puisque j'ai de la famille dans le grand vignoble en Bourgogne, mais je ne connaissais pas la dégustation du pain. Alors ça m'interpelle quelque part. Et c'est en 2000, avec ma femme, on commence à récupérer les anciennes semences qui se cultivent autrefois en Bourgogne, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, Franche-Comté. Les agriculteurs bourguignons en circuit long et qui sont des céréaliers, ils viennent voir, mais ils ne s'y intéressent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont en circuit long, c'est-à-dire qu'ils vendent, ils sont producteurs de blé, ils vendent à la coopérative ou l'organisme stockeur vend à un meunier, le meunier, c'est-à-dire le circulant et les boulangers aux consommateurs. Circulant, donc ils sont tenus de faire un minimum de 40 quintaux de blé pour pouvoir en vivre. Ils disent, tu ne nous garantis pas ça, nous, tes semences, et puis c'est trop tardif, ça ne nous intéresse pas. On a des variétés nanifiées qui vont mieux que ça. Bien sûr, on est obligé de mettre un petit peu, je vous parle des agriculteurs bio qui venaient voir. Hein. Et là, ça ne les intéresse pas. Alors que tous mes collègues, si vous voulez, avec qui on travaillait ces semences-là au niveau national, qui sont en circuit court, c'est-à-dire qui vont du grain au pain, qui cultivent le blé, faisaient la farine, faisaient le pain, et le vendaient aux consommateurs, ça marchait très bien. Et puis j'avais été faire un tour en Alsace, parce que j'avais en biodynamie, même si vous voulez, on faisait des granules d'uzerne, des céréales secondaires, des mélanges pour des petits éleveurs. Et puis je me dis, c'est les petites structures qui pourraient des fois être intéressées par nos semences. Parce que, vous voyez, je prenais de l'âge et j'avais quand même 78 ans. Je me dis, maintenant, il serait bientôt temps que je cède cette semence-là. Et tout ce qu'on a fait pendant 10 ans, ça va être perdu. Alors je fais deux journées de formation en Alsace et je vois que ça va marcher. Et puis, il y avait un film qui était projeté dans une salle de cinéma. Vous voyez comme ça passe des fois. Il ne faut pas louper les choses des fois. Dans une salle de cinéma, comme ça, des gens, il y avait un film auquel j'avais participé, qui était projeté. Puis j'avais été invité justement à le commenter. Et si vous voulez, j'aime bien qu'on me provoque, mais j'aime bien aussi provoquer. Je provoque quelque part un peu l'assistance. Puis je dis,
Oh, écoutez, on a tout un conservatoire de semences, c'est dommage, ça n'intéresse pas la Bourgogne, mais ça va partir en Alsace. Et il y a quelqu'un qui se lève dans la salle. Je pourrais voir après la séance sur nous, ben, bien sûr. Puis elle se présente, ben voilà, je suis attaché de direction du conseil régional, et les semences, il ne faut pas qu'elles partent en Alsace, il faut qu'elles restent en Bourgogne. Alors ils mettent un article avec du papier glacé, ils me rajeunissent de 20 ans sur la photo. Du coup, FR3, l'article leur plaît, ça y est, ils font une communication, ils font une projection, et puis, eh bien, le journal, le quotidien. Alors que ça n'intéressait pas les paysans, même les paysans bio, tous les coups. Alors il fallait faire une réunion. On n'avait pas de salle assez grande à la Chambre d'agriculture pour réunir les paysans qui étaient là. Alors du coup, ben on se dit, il n'y a pas, dans la fournée, il faut faire une association, et un mois après, on refaisait une nouvelle réunion pour créer l'association qui est donc née en 2010. Oui, voilà. Alors, c'est de là qu'on l'a appelé graine de Noé. Pourquoi? Parce que le père des blés tendres qui fait du pain s'appelle Noé. Et c'est quelqu'un qui a dit, mais il n'y aura pas une variété de blé qui correspondra à ce qu'on fait. Ben, je dis, il y a Noé, c'est le père des blés. Et bien, pourquoi on ne l'appellerait pas graine de Noé? C'est pourquoi notre association s'appelle graine de Noé. Et ce qu'on a voulu, si vous voulez, alors, eh bien, dans la foulée, c'était avoir le conservatoire, mais aussi mettre ces anciennes semences avec deux objectifs. Premièrement, de la préservation pour le conservatoire, et ensuite de les consommer. Alors, le conseil d'administration est composé d'agriculteurs, de transformateurs, de distributeurs et de consommateurs. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, nos agriculteurs sont poussés par les consommateurs demandeurs. Mais ils se méfiaient. Qu'est-ce que vous voulez? Le paysan, il est devenu méfiant. Parce que, vous voyez, on nous a fait mettre les nitrates, tout ça. Puis aujourd'hui, ils sont des accusés parce qu'ils polluent. Mais j'ai été formé pour ça. Bon, j'ai compris qu'il fallait arrêter parce que j'ai fait l'expérience. Mais il faut comprendre, les jeunes d'aujourd'hui, ils ne peuvent pas reconvertir comme ça parce qu'ils ont été formés dans les écoles d'agriculture. Et on donne encore cet enseignement. Il y a une ouverture quand même. Il y a la bio, on commence à l'enseigner. Mais enfin, une autre agriculture, je ne dis pas la bio, la biodynamie, je dis que l'agriculture de demain, c'est une autre agriculture. C'est ça, il faut bien savoir ça. On ne cultivera plus. Si, on fera toujours le travail de la terre, mais on ne fera plus les choses de la même façon parce qu'on a fait une expérience et il faut en tourner la page, c'est clair. Par expérience, on sait que les anciens blés nourrissent mais aussi soignent les allergies au gluten par l'engrain par exemple. On redécouvre des arômes oubliés dans le pain. Ces variétés résistent mieux à la sécheresse parce que le système racinaire est fonction de la végétation aérienne. Vous comprendrez qu'une céréale qui a beaucoup de végétation aérienne qui est très haute, eh bien pour nourrir la végétation aérienne, il faut un fort enracinement. Si bien qu'on sait par exemple en Bourgogne, parce qu'ils ont fait des analyses, parce qu'il y a de l'argent, si vous voulez, dans le vignoble, ils ont fait des analyses très poussées, et on sait qu'une vigne de 80 ans, par exemple, va chercher des oligo-éléments profondeur qu'une jeune vigne n'a pas. Donc, un vieux vin s'est dit maintenant, cépages de vieilles vignes, ce sont les vins qui sont beaucoup plus riches en oligo-éléments, voyez-vous. Et quand j'ai arraché, j'ai fait l'expérience des variétés modernes avec les anciennes variétés. Quand c'était un peu sec, les variétés modernes s'arrachaient toutes seules, très facile, alors que les anciennes, eh bien, quand j'en avais arraché 3-4, mon dos, quand même fatigué, ne résistait pas, il fallait que j'arrête. Parce que je les arrachais pour faire une récolte précoce, parce que j'étais occupé encore sur l'affaire. Enfin, système racinaire beaucoup plus profond. En laissement aussi en population, c'est-à-dire qu'on mélange les variétés, si vous voulez, on maîtrise mieux les maladies. Par exemple, vous voyez, une tige de céréales qui va être malade ici, qui va être sensible à une maladie, on met une autre variété qui est plus résistante, une autre variété encore plus résistante. Ça fait des vides sanitaires qui font que on a été formaté pour semer des variétés uniques, si vous voulez, alors que maintenant, on découvre cette population de variétés
comme ce soit, voyez, nous aujourd'hui, eh bien, notre assistance est beaucoup plus riche que si on était tous sur les mêmes hommes ou les mêmes femmes. Alors, eh bien, voilà, la richesse de notre assemblée ce soir, c'est notre diversité. Eh bien, ce qu'il faut pour enrichir, si vous voulez, notre pain, il faut faire ce mélange-là en terre. Et c'est ce qu'on essaye de faire en ce moment. On sait aussi que la photosynthèse de ces anciennes variétés mycorhizées, parce qu'on travaille avec un chercheur sur les mycorhizations du blé, c'est des champignons comme des truffes qui se développent sur les champignons. On sait que la photosynthèse, si vous voulez, est nettement mieux cristallisée dans le grain, dans les anciennes variétés que dans les nouvelles. Alors maintenant, il y a les problèmes de la réglementation en cours que va nous parler mon collègue là tout à l'heure. Mais comment l'association Graines de Nuit entend y répondre à la réglementation? Nous recevons des semences du Conservatoire de Clermont-Ferrand à titre expérimental ou scientifique. Et nous, on les expérimente en terre, mais on les cède en grammes ou kilos aux agriculteurs à titre expérimental ou scientifique. Donc, nous restons dans le cadre de la loi. On ne cherche pas à savoir quel... Jusqu'à maintenant, ça va. On ne cherche pas plus loin. Il ne faut pas me poser des questions sur la réglementation parce que je ne sais pas, ce n'est pas mon truc. Et ce qu'il y a, voyez-vous, c'est qu'on cherche à occuper le terrain dans tous les domaines pour nous faire connaître et reconnaître. Et à travers des associations régionales, nous donnons une formation aux agriculteurs en les aidant à développer leur sens de l'observation oubliée parce que moi, j'avais perdu et je redécouvre le sens de l'observation qui est naturel chez l'homme. Nous travaillons avec des chercheurs de l'INRA de Dijon sur la mycorhization et avec l'INRA du Moulin en sélection participative dans un projet européen. 7 lycées agricoles, dont le lycée agricole qui m'a enseigné de ma jeunesse l'agriculture conventionnelle, est venu voir un stand où on était à Châtillon dans une foire. On avait fait un stand, Châtillon-sur-Seine. Mais qu'est-ce que vous faites? Les semences, est-ce qu'on pourrait travailler avec vous? Vous voyez, ça, c'était une régalade pour moi de recevoir cette personne-là quand elle s'annonçait de l'école d'agriculture de la Barotte. Je dis quand même, c'est un retour, c'est super. On n'a pas été chercher, c'est ces lycées qui nous arrivent. Et puis, on a 2 lycées qui ont 20 populations pour un enseignement pédagogique avec leurs élèves, des lycées agricoles. Et le sélectionneur de l'INRA, qui vient d'être en retraite il y a 2 ans, comme on avait une plateforme à côté de l'INRA, il me dit, Monsieur Arnaud, je suis en train de faire mes croisements, vous venez voir ce que j'ai fait? D'accord. C'était magnifique. Alors moi qui ai encore l'œil qui m'a été enseigné dans ma jeunesse, ça ne s'en va pas comme ça, des blés courts, bien rablés, avec des grands épis, j'ai vu, c'est vraiment beau ce que vous faites. Il me dit, vous voyez, j'ai toute ma vie professionnelle, c'est moi qui ai croisé à l'INRA de Dijon toute ma vie. Et vous, que faites-vous? Il me dit, je dis toutes les anciennes variétés. Est-ce que je pourrais aller voir? Alors on va voir sur notre plateforme. Il me dit, vous voyez, c'est beau ce que je vous ai montré, mais je crois qu'on a été trop loin pour le rendement. On a tout fait pour le rendement, contre les maladies, contre le gel, contre tout ça, mais on a perdu dans la qualité. Est-ce que vous accepteriez que je recroise avec la meilleure de chez vous? Vous voyez, cette évolution qui est en train de se faire. Et il a croisé son blé qu'il appelle musique, avec le blé de la Saône, si vous voulez, qui est beaucoup plus grand. Bon, ça va le nanifier un peu, on va voir ce que ça va donner. Ce n'est pas qu'on est tellement pour les croisements, parce qu'en somme, les croisements se sont faits de manière naturelle dans la nature, on préfère travailler comme ça. Pour en revenir à nos blés, si vous voulez, cette semence née d'une graminée sauvage, que j'ai là, que vous pourrez voir tout à l'heure, et améliorée dans le temps pour faire notre pain, voyez-vous, toute cette biodiversité végétale que nous avons reçue gratuitement des générations précédentes, à travers des millénaires, sachons-le, hein, parce que le blé, il a au moins 10 000 ans. Et tout ce qu'on a reçu gratuitement, vous voyez, des générations précédentes, nous avons le devoir, sans aucun droit, de les transmettre, améliorés aux générations futures. Pour qu'à l'image du blé, l'homme évolue par sa nourriture. Car voyez-vous, mes chers amis, la nourriture est le carburant
qui irrite toutes nos cellules, dont nos cellules pensantes et créatrices. Et si nous avons la chance de percevoir ensemble ce message des forces de vie de la semence en dormance, parce que le blé que vous avez là, c'est une semence en dormance, eh bien, c'est à nous, voyez-vous, de préparer le terrain pour éveiller la semence en dormance chez l'homme dans notre propre environnement, là où nous vivons tous les jours. À chacun de nous, mes chers amis, de nous tester pour savoir où nous en sommes, car le temps presse. Unis dans un même élan, essayons ensemble. Et je vous invite, mes chers amis, à ce qu'on essaye de faire ensemble, de faire en sorte que notre terre, qui attend pour être transmise durablement, ne dépasse pas son seuil d'indulgence et de tolérance à notre égard. Sachant que la balle est dans notre camp, je vous souhaite bon courage et je vous remercie. Je vais passer la parole à Christophe, qui va revenir, qui va nous apporter un regard historique et scientifique sur comment on en est arrivé à privatiser le vivant. Et à toi la parole, Christophe. Je vais un petit peu revenir sur l'après-guerre, la jeunesse de Bernard et le modèle de modernisation agricole qui se met en place à ce moment-là, qui est entièrement aligné sur des visions du monde, des visions de l'efficacité qui viennent de l'univers industriel. D'une part, après-guerre, il s'agit de moderniser la France, il s'agit d'insérer l'agriculture dans une société qui doit devenir une société industrielle. Il faut que l'agriculture soit plus productive de façon à ce qu'une partie de sa main-d'œuvre aille s'employer dans le secteur industriel. Il faut que l'agriculture consomme des produits industriels, ça va être des tracteurs, des intrants. Il faut que l'agriculture produise des matières premières qui vont être utilisées par les industries de transformation agroalimentaire. Et dans cette vision-là, la terre est vue comme un outil de production et la semence comme un facteur de production que l'agriculteur doit acheter et non plus autoproduire. Et ce facteur de production qui est la semence, ça devient un produit que l'on achète sur le marché et ça devient un facteur de production qu'il faut optimiser, simplifier, standardiser de façon à rendre la récolte plus prédictive et plus importante. Donc on est sur des modèles qui sont ceux de l'efficacité industrielle, où il faut simplifier les systèmes, standardiser les éléments pour augmenter en efficacité. Donc cette efficacité industrielle, ce n'est pas forcément l'efficacité du vivant, puisqu'on sait aujourd'hui que des systèmes trop simplifiés sont extrêmement vulnérables, demandent une grande quantité d'intrants, etc. Et que par exemple, aujourd'hui, il faut plus d'énergie fossile, ou même d'énergie en général, pour produire une calorie alimentaire qu'il n'en fallait en 1945. Donc on a, d'une certaine façon, fait une agriculture moderne, selon un certain critère d'efficacité, mais selon d'autres critères d'efficacité, par exemple l'efficacité énergétique, on a une agriculture qui est moins efficace que il y a 70 ans ou un siècle. Alors, quels sont les traits principaux de ce modèle d'après-guerre, notamment en ce qui concerne les semences? C'est d'une part qu'on va organiser une filière de façon à optimiser ce facteur de production
qu'est la semence. Et on va l'organiser de façon extrêmement structurée, avec de la division du travail, avec en haut des sélectionneurs, qu'on appelle les obtenteurs, qui innovent, qui inventent de nouvelles variétés, qui sont multipliés par une couche particulière et assez restreinte d'agriculteurs qui vont être les multiplicateurs, qui vont avoir une carte d'agriculteurs multiplicateurs, c'est une sous-partie de la profession agricole, et en bas de l'échelle, des agriculteurs utilisateurs qui achètent éventuellement chaque année de nouvelles semences qui sont censées parfaitement fonctionner dans le système de culture qui leur est conseillé par l'appareil d'encadrement et de vulgarisation. Donc un système qui ressemble à une organisation industrielle avec une division du travail et qui est extrêmement réglementé à toutes les étapes. On n'a pas le droit de mettre sur le marché n'importe quelle variété. Cette variété passe toute une série d'épreuves et est contrôlée par un comité consultatif qui s'appelle le CTPS, qui est mis en place sous Vichy, et qui doit, la variété doit répondre à un certain nombre de critères qui sont la VAT, en gros les critères agronomiques et technologiques. Il faut que la variété soit productive. On va refuser que des variétés moins productives soit sur le marché. Et l'autre type de critère, ça va être la DHS, distinction, homogénéité, stabilité. On va exiger une grande pureté génétique des variétés. Je vais revenir là-dessus. Et également, à ce niveau-là, quelque chose d'extrêmement réglementé avec le GNIS, qui est aussi créé sous Vichy, dans la logique des comités d'organisation sous Vichy, dans lesquels tous les secteurs industriels sont organisés par branche et extrêmement contrôlés par les champions de chaque branche et par les fonctionnaires de l'État. Pour pouvoir être sélectionneur, il faut être habilité par le GNIS, avoir une carte, être contrôlé, répondre à un certain nombre de critères. Et tout ça, ça se met en place sous Vichy, dans un contexte extrêmement particulier, où on copie les lois allemandes sur les semences. Il y a des lois qui étaient du même type, qui sont mises en place en 1934 en Allemagne, et où il y a des problèmes de rationnement et de difficultés alimentaires qui font qu'on a un interventionnisme de l'État sur les campagnes qui n'avait jamais été égalé avant. Et c'est à la faveur de cet interventionnisme dans des conditions exceptionnelles de la guerre que se met en place ce régime très administré des semences, très contrôlé, très surveillé. Mais à la libération, dans l'objectif d'augmentation de la production, on va perpétuer ce modèle-là, l'organiser avec une ouverture beaucoup plus grande aux coopératives, et on va mettre en place tout l'appareil réglementaire, et notamment le décret du 11 juin 1949, qui dit en gros qu'il est interdit de vendre ou de donner une semence à quelqu'un, à son voisin, si cette semence ne vient pas d'une variété qui a été préalablement inscrite au catalogue, donc qui a passé toutes ces épreuves de DHS et de VAT. Alors qu'est-ce que c'est que le catalogue? C'est l'équivalent de l'autorisation de mise sur le marché pour un médicament. Pour un médicament, c'est extrêmement important parce qu'il y a des effets secondaires. Il est important de tester l'innocuité relative du médicament. Pour des variétés végétales, à part certains cas pour la pomme de terre où il peut y avoir des petits niveaux de toxicité, il n'y a pas vraiment de raisons sanitaires qui s'imposent, mais ça a été des raisons de production. Il n'était pas question qu'on laisse subsister dans les campagnes françaises des variétés qui produisaient moins que les variétés modernes. Et donc il y a une espèce de dirigisme semencier étatique, une sorte d'eugénisme végétal, où le but de la réglementation, c'est d'essayer d'éliminer petit à petit toutes les variétés anciennes du paysage, de les rendre hors la loi. Donc ça commence sous Vichy et après-guerre. Alors ce qui est intéressant dans ce modèle, avec tout en haut les sélectionneurs, mais aussi les conservateurs dans les banques de graines, et tout en bas les agriculteurs qui n'échangent plus leurs graines, qui sont des simples consommateurs, c'est que ça ressemble tout à fait à une production à la chaîne.
à un dispositif industriel, et ça ressemble également aux visions de la vie qu'avaient les biologistes moléculaires à l'époque, où on pensait que toute l'information venait de l'ADN, aller vers l'ARN et ensuite les protéines, mais qu'il n'y avait pas d'informations qui revenaient vers l'ADN. On pensait que l'hérédité des caractères acquis, ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique, ça n'existait pas et que l'information allait toujours dans le sens du haut vers le bas, top-down, toujours dans un sens. Ça, c'est les visions du monde. C'est aussi le parti de masse, hein, c'est le système soviétique, c'est le planisme à la française, c'est la grande entreprise fordiste, c'est la vision du monde qu'on avait au milieu du XXe siècle, qu'on a projeté sur le vivant et qu'on a projeté sur l'organisation du monde des semences. C'est la vision qui dominait au milieu du XXe siècle. Deuxième... ça je vais passer. Donc dans ce contexte-là, il est très important de fixer les semences, parce que quand on a des semences fixes et homogènes, des lignées pures ou des hybrides F1, ben on va savoir à l'avance combien il faut mettre d'engrais, combien il faut mettre d'herbicides. On a une sorte de recette technique. On sait exactement si tu mets cette semence et que tu cultives de telle façon et que tu traites à telle époque avec telle dose, ben, on a une espèce de garantie du résultat qui était donné. Et donc c'est ce qui permettait à l'appareil de vulgarisation, qui était extrêmement centralisé dans le cas des semences. Dans d'autres aspects de l'agriculture, il y avait des CETA et des mouvements de la jeunesse agricole catholique qui étaient beaucoup plus des mouvements basistes de transmission de connaissances dans les groupes, mais en matière de semences, tout le processus de circulation des savoirs après-guerre était extrêmement centralisé, de l'INRA vers les sélectionneurs, vers les paysans qui étaient des simples utilisateurs, qui n'étaient plus des producteurs de savoir sur le vivant. Donc on standardise la semence, et l'idéal finalement c'est la semence dont toutes les graines ont exactement le même bagage génétique, ce qu'on appelle des clones. On cultive finalement un champ avec des milliers de fois la même plante. C'est l'idéal de la norme DHS, hein, qui pour être inscrit au catalogue, une variété devait avoir un niveau de pureté génétique extrêmement important. Bon, tout un système réglementaire qui homogénéisait les variétés qui étaient cultivées. Par exemple, on testait les variétés sur toute la France, et puis si on avait une variété qui était très bonne dans un des essais quelque part en France, mais qu'elle était mauvaise ailleurs, comme on faisait la moyenne des différentes régions, c'est la variété verte qu'on retenait, parce que sur la moyenne elle était meilleure, mais il pouvait y avoir des variétés qui étaient adaptées à une plus petite région. Ces variétés-là ne passaient pas les essais. Donc ce qu'on cherchait, ce n'était pas des variétés adaptées à une région, c'était des variétés passe-partout. C'est la logique des économies d'échelle industrielles. Pareil pour les compromis qu'il fallait faire entre le rendement, la résistance aux maladies ou la qualité boulangère. Il y avait des barèmes qui moyennaient tout ça, et il y avait une seule qualité de blé jusqu'aux années 70. C'est seulement après les années 70 qu'on a commencé à séparer des variétés pour faire du blé biscuitier, du blé fourragé, du blé boulanger. Mais jusqu'au début des années 70, on pensait qu'il y avait une variété type, la variété moderne, productive, qui était bonne partout et pour tous les usages. Une seule variété, idéalement, était recherchée. Alors, si on résume le modèle, un modèle où on homogénéise le vivant et la semence. Quelque part, la diversité, c'est l'ennemi, c'est l'obstacle à ce qu'on considère être l'efficacité. Ces variétés, on essaye de les cultiver sur des surfaces les plus grandes possibles. Le modèle Révolution verte, c'est la même variété sur des millions d'hectares dans le monde. En France, évidemment, on n'en est pas à cette échelle-là, puisqu'il n'y a que 5 millions d'hectares cultivés en blé. Du coup, pour que ces variétés très homogènes puissent survivre dans des environnements relativement différents, avec des sols différents, des climats différents, il faut homogénéiser les environnements. C'est ce que disait Bernard, pesticides, fongicides, engrais, irrigation à certains endroits. Donc, troisième élément du modèle. Et puis, tout à gauche, ce modèle technique, c'est aussi un modèle de gouvernance. C'est aussi un modèle qui permet à l'État, de façon centrale, et à la profession semencière, aux industriels du GNIS, d'être au sommet
d'un système qui définit ce qu'est la bonne variété, qu'est-ce qu'on doit retenir, qu'est-ce qui doit être interdit des paysages. Et c'est un système où le paysan n'est plus père des savoirs sur les semences, n'est plus l'accompagnateur du renouvellement générationnel du blé, mais est un simple acheteur d'un produit qui est renouvelé chaque année. Donc c'est aussi un modèle centralisé, c'est un modèle politique aussi. Alors, ça aboutit aujourd'hui, ce modèle-là, à des grandes banques de graines pour toute la planète, à Svalbard, sur le Spitsberg, où les organisations internationales et la fondation Bill Gates ont créé, sous la neige, une espèce de grand frigo qui est censé recevoir toutes les semences de la planète, au cas où il se passerait quelque chose, un hiver nucléaire, un effondrement écologique. On pourrait toujours éventuellement, si jamais un astéroïde n'était pas tombé à cet endroit-là, parce que la centralisation en un seul point, c'est aussi un problème de résilience, c'est une vulnérabilité d'avoir tout au même endroit. Mais dans cette logique industrielle, on pense que c'est ça qu'il faut faire pour conserver la diversité génétique. Alors, ce modèle de modernisation et puis ce modèle de rapport au vivant qu'on a mis en place sur cette deuxième moitié du XXe siècle, comment ça se traduit en termes d'appropriation sur le vivant. Après-guerre, je ne vais pas parler de la voie hybride, là je vais sauter. Après-guerre, on met en place un système de certificat d'obtention végétale pour garantir des droits de propriété intellectuelle des sélectionneurs sur leurs innovations. On dit, ils ont fait un travail, faire une nouvelle variété, ça prend 10 ans. Donc il est logique qu'ils aient un monopole d'exploitation commerciale sur leur variété pendant 15 ans, 20 ans. C'est ce qu'on a appelé le certificat d'obtention végétale. Pour pouvoir protéger cette variété, il faut pouvoir la décrire, montrer qu'elle est différente des autres. Et donc la DHS qui était requis dans la réglementation pour l'inscription au catalogue, ça sert à ça. Ça sert à bien fixer les droits de propriété. Il faut que des semences soient bien définies, bien homogènes, de façon à ce qu'on puisse savoir la semence qui est à Villemorin par rapport à la semence qui est à Close. Donc la codification du vivant, elle a servi à construire des droits de propriété.